Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous serons en direct pendant presque une heure pour parler ce soir de rhumatisme inflammatoire chronique ou ces maladies mal connues qui provoquent des années de souffrance sans diagnostic et donc sans traitement. Nous parlons de spondylarthrite qui commence souvent par un mal de dos qui ne passe pas. Il s'agit d'une atteinte inflammatoire bien particulière qui touche généralement les articulations de la colonne vertébrale ou du bassin. Le deuxième rhumatisme inflammatoire auquel nous nous intéressons est une forme ou une maladie qui est un peu plus fréquente, en l'occurrence la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune et qui touche surtout les articulations. Dans les deux maladies, il s'agit de maladies évolutives qui altèrent le pronostic fonctionnel. En l'absence de prise en charge, ces pathologies peuvent devenir justement très invalidantes. Avec mes invités, on verra justement comment vivre avec un rhumatisme inflammatoire chronique, comment reconnaître ces maladies pour pouvoir les prendre en charge précocement et éviter les complications. Pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Heshmi Djoudi. Vous êtes rhumatologue, vous êtes président de la Société algérienne de rhumatologie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir Bilal Belkhem. Vous êtes vous-même porteur d'une maladie donc inflammatoire, d'un rhumatisme inflammatoire chronique, la spondylarthrite en l'occurrence. Vous êtes également président de la Fondation Aynaya. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également le plaisir de recevoir Madame Abdelawi Hassiba. Vous êtes notre témoin également ce soir. Vous êtes atteinte de polyarthrite mais aussi de spondylarthrite. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle au passage que vous êtes également médecin. Médecin du travail. Oui. Bienvenue à vous tous pour parler de ce sujet qui touche beaucoup de monde autour de nous. Alors, Madame Abdelawi, je vais commencer avec vous. Vous souffrez depuis plusieurs années, depuis que vous étiez au lycée, de polyarthrite. Non, pas au lycée. Première année universitaire. D'accord. Depuis que j'ai eu mon bac, en 82. D'accord. Depuis plusieurs années, de polyarthrite rhumatoïde et d'une spondylarthrite également. Vous avez galéré, vous dites que ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez 2 prothèses aujourd'hui au niveau de la hanche. Deux prothèses de hanche, une prothèse de genou et l'autre c'est en cours avec la pandémie. Vous devez vous faire opérer prochainement avec également. La pandémie, tout a été arrêté. Oui, mais je rappelle au passage quand même que vous restez quelqu'un de positif puisque vous dites je fais tout au ralenti mais en couleur. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça c'est l'expression de mon ami que je salue. Oui, ça va, alhamdoulilah. Le plus dur est derrière moi. Si je dois parler de ma maladie, c'était au début, c'était juste une inflammation, tuméfaction des genoux. Voilà. Ils étaient vraiment tuméfiés et là c'était en 82-83. Et personne n'a pu poser le diagnostic. Voilà, on a erré. Et à l'époque, pour avoir un rendez-vous en rhumato, c'était pas facile. Oui, on va revenir plus longuement sur votre parcours justement. Votre histoire à vous deux est aujourd'hui un peu la ligne rouge de cette émission. Bilal, vous êtes atteint, je le disais à l'instant, de spondylarthrite. Vous avez choisi de votre part de vous engager dans le mouvement associatif. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez organisé, on va voir tout à l'heure justement dans le reportage, vous avez organisé ces derniers temps des salons dans lesquels vous avez sensibilisé autour de ces maladies inflammatoires. Alors pourquoi est-il aussi important pour vous d'en parler? C'est important pour moi, c'est très important déjà. D'un côté parce que je suis moi-même atteinte par cette maladie depuis plus de 20 ans, d'où j'ai eu une errance médicale avec un ophtalmologue et aussi avec une incompréhension et de la souffrance avec cette maladie. Et aussi, vous pensez qu'elles sont mal connues aujourd'hui, oui, ces maladies? Vous avez besoin exactement. de sensibiliser autour? Exactement, c'est ce qui m'a donné l'envie pour créer un groupe de soutien et de partage sur Facebook pour l'entraide et d'échange. Et après, ça, c'était avant la fondation Aynaya. Après la fondation, après je me suis dit que pourquoi pas on va créer une fondation qui s'appelle Aynaya. L'objectif c'est pour aider les gens et changer la perception négative de la société qui consiste en barrière sur cette catégorie en sensibilisant le grand public et surtout les malades à cette maladie et ses conséquences et en développant ces concepts.
Voilà. Oui. On va revenir aussi sur cet aspect justement de la société parce que ce sont des maladies souvent décrites comme des maladies invisibles, donc souvent vous êtes mal compris, hein, c'est ça un peu Exactement. l'idée. Alors professeur Djoudi, ces maladies touchent à peu près 100 millions de personnes, ces deux maladies touchent à peu près 100 millions de personnes dans le monde. Alors comment évalue-t-on aujourd'hui la prise en charge de ce type de rhumatisme chronique? Est-ce que vous pensez qu'on parvient aujourd'hui en 2021 à améliorer le pronostic fonctionnel, parce que c'est ça hein, ce dont on a peur justement dans ce type de maladie. Alors vous avez eu deux exemples relativement frappants, ces deux exemples de patients qui ont eu peut-être une errance dans le diagnostic, chose qui ne se voit plus maintenant. Parce que dans les différents travaux que nous avons eu à faire, les diagnostics sont faits relativement précocement et l'attitude thérapeutique a un petit peu changé. Les patients qu'on avait vus jadis ont totalement changé de visage. Ils sont mieux pris en charge parce qu'on dispose de moyens diagnostiques plus performants et on dispose aussi de moyens médicaux qui sont un petit peu plus actifs sur ces maladies. On arrive à les ralentir, on arrive très souvent à les ralentir. Donc les ralentissants, ils peuvent avoir une vie quasi normale. Donc des cas par exemple comme Madame Abdelawi qui est aujourd'hui un peu une personne à mobilité réduite, on en voit de moins en moins. On en voit de moins en moins. On voit des dames comme Madame Abdelawi, encore parce que de toute façon, jadis, si on n'avait pas beaucoup de médicaments, elle a dû errer aussi dans la prise en charge de son affection. Mais les malades qui sont pris en charge actuellement ont un pronostic fonctionnel qui est de plus en plus amélioré. Nettement amélioré. Oui. Est-ce qu'on peut dire deux mots? On va voir un reportage sur la spondylarthrite, mais est-ce que, juste avant de voir le reportage, est-ce qu'on peut expliquer brièvement et simplement qu'est-ce que la spondylarthrite et qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? Alors, on ne parle pas de spondylarthrite, on parle de spondyloarthrite. C'est un nouveau concept. Oui. On dit plus spondylarthrite ankylosante. Qui englobe, non, on parle de spondyloarthrite axiale. Bon, c'est un jargon médical, mais ça permet de dire quoi? Ça permet de dire qu'en fait, c'est un groupe, c'est pas une affection, c'est un groupe d'affections qui tourne autour d'un concept qui est génétique. Et autour de cette génétique, il y a beaucoup d'affections qui peuvent être greffées. Vous prenez l'exemple de Bilal, il a fait une uvéite. Et l'uvéite est un signe révélateur ou accompagnateur. Il peut précéder ou accompagner ou se compliquer. Donc vous voyez un petit peu l'évolution. Donc c'est un concept, globalement, ça dépend du tableau qu'elle a. Vous avez la forme spondylarthrite ankylosante, puisqu'on reviendra là-dessus. C'est une affection qui touche les articulations du pelvis, du bassin et du rachis, et qui peut toucher aussi les articulations des membres. En général, c'est les genoux, les hanches. Et c'est ça le pronostic fonctionnel, c'est les hanches. Parce que quand vous avez des atteintes des hanches, vous ne pouvez pas marcher. Et qui évolue par poussée. Et qui, au fur et à mesure, a une tendance ankylosante. Ça veut dire une tendance à faire que les articulations se soudent entre elles. Donc ça fait le skieur. À la fin, il ne peut pas toucher ni tourner la tête. Et ça, en général, ça touche le dos et ça monte. Ça monte vers le rachis. Et pour la polyarthrite? Alors la polyarthrite, c'est différent. C'est une affection qui touche... c'est une maladie auto-immune déjà. Il y a plusieurs tableaux. Il y a plusieurs tableaux. Mais globalement, c'est une atteinte qui touche les petites articulations de la main, qui a une tendance extensive. Ça veut dire que ça prend une articulation, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis toutes les articulations. Qui a une tendance qui détruit, qui déforme et qui détruit. Et là, il y a un marqueur. Il y a un marqueur, c'est les facteurs rhumatoïdes et les anti-CCP. Vous voyez, là, il y a un marqueur. Dans l'autre, il y aurait un marqueur, mais chez nous, c'est le terrain génétique. Là aussi, un terrain génétique particulier, qui est un peu particulier. Dans les spondyloarthrites, c'est le B27. Mais attention, le B27 chez nous, c'est 60%. Alors qu'à l'étranger, il y a une espèce de gradient nord-sud. Au nord, c'est 90%. Et plus on descend vers le sud, en Afrique, il n'y a pas de B27, il n'y a pas de spondylarthrite. Et les spondylarthrites qui existent, elles sont en général pas B27.
D'accord. Nous, elles sont 60% B27. Donc, ce n'est pas un élément, c'est pas un argument décisif pour le diagnostic. D'accord. On va revenir en tout cas sur ces aspects, on va revenir aussi sur les symptômes. Vous en avez dit quelques-uns, vous en avez cité quelques-uns, mais on va y revenir plus longuement. Je vais vous proposer justement, messieurs, dames, de regarder un reportage. C'était à l'occasion du e-salon que vous avez organisé avec des professionnels justement de la santé, dont le professeur Djoudi qui était présent. C'est un événement qui a été organisé il y a quelques jours aux patients, à leurs familles, mais aussi aux professionnels de la santé. Regardez, Yanis Ait Belkacem y a assisté. Tout le long de la colonne vertébrale, les articulations de la colonne vertébrale, les hanches, les épaules. C'est très gênant, c'est très douloureux. Karim a la spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 19 ans, qui se caractérise par une inflammation au niveau des articulations et la colonne vertébrale. La spondylarthrite est une forme de rhumatisme qui débute, évolue et finit par s'étendre sur le tendon ou le ligament. C'est une maladie très invalidante si on ne prend pas soin, présente. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, on vit avec. C'est l'atteinte des hanches. Pourquoi? Parce qu'elle compromet le pronostic fonctionnel. Mais chez nous, cette atteinte, elle est très fréquente. Elle dépasse les 70%. Et il faut savoir qu'elle se déclenche au cours des premières années du début de la maladie, c'est-à-dire les 2 à 5 premières années. Et donc là, vous voyez, les patients, ils vont vivre avec cette atteinte et ils vont aboutir en général à la fin à une mise de prothèse. C'est des douleurs qui sont inflammatoires, c'est-à-dire elles réveillent le patient surtout la nuit, la deuxième partie de la nuit. Et donc vous voyez le patient qui est réveillé tout le temps et tous les jours la nuit, il est tout le temps fatigué, donc il va avoir une fatigue intense. Le lendemain, il va se réveiller, il a toujours cette attitude d'engraidie et il faut un certain temps de verrouillage qui va à son quotidien. Au quotidien, handicapante, elle est la deuxième forme de rhumatisme la plus répandue chez l'homme. Qui touche surtout l'adulte jeune, surtout de sexe masculin, quoique ces dernières années, après le progrès des explorations et de certains critères de classification, donc on arrive à mieux diagnostiquer la forme féminine et la fréquence elle est égale entre l'homme et la femme. Cette pathologie rhumatismale inflammatoire axiale s'accompagne de douleurs, raideurs et enflures des articulations qui nécessitent un traitement et l'activité physique afin d'arrêter l'évolution de cette maladie. Le problème de cette pathologie, c'est qu'elle est diagnostiquée le plus souvent en retard. Donc la prise en charge, elle est un petit peu retardée. Mais actuellement, on arrive à mieux diagnostiquer parce qu'il y a eu des éléments, de nouveaux éléments concernant tout ce qui est exploration. Qui survient à un âge très précoce, donc entre 17 et 24 ans. Mais on a aussi des formes qui peuvent apparaître avant 16 ans, donc chez l'enfant. Et la particularité de cette tranche d'âge, c'est que chez nous, en Algérie, elle est très fréquente. Elle est de l'ordre de 30%. Sarah, jeune dentiste, elle aussi souffre de la même pathologie, mais dans son cas, c'est la spondylarthrite psoriasique. Et donc ça a tardé, moi j'ai des atteintes périphériques, j'ai pas d'atteinte axiale, donc ma colonne vertébrale n'est pas atteinte. Je vous ai dit que ça avait commencé au niveau des genoux, mais au fil des temps ça a commencé à se généraliser, donc j'ai des inflammations au niveau des mains, des doigts, poignets, coudes, épaules. Avec les atteintes des doigts, ça rend la tâche très très compliquée parce que être dentiste, c'est travailler avec ses mains. Et quand on perd ses mains, on n'est plus vraiment dentiste. Donc voilà, c'est compliqué. Quand j'ai des arthrites, je ne travaille pas. Et concernant la prévalence en Algérie, elle est de 0,5%. Donc il est important de garder une autonomie. Il y avait une seule étude qui a été faite en 85. On a une prévalence de 0,5% en Algérie, dans le Grand Alger. Malheureusement, donc, il n'y a pas eu d'études épidémiologiques, mais
ça reste un rhumatisme assez fréquent chez nous. Cette journée d'information de l'Organisation publique algérienne de personnes atteintes de spondylarthrite a pour but de mettre la lumière, d'améliorer la qualité de vie de ces personnes atteintes de cette forme de pathologie. Alors on a vu un peu ce e-salon qui revenait justement sur la spondylarthrite. On a vu un peu aussi les signes et les symptômes qui sont finalement ne sont pas toujours les mêmes. On a vu des tableaux cliniques, si je peux me permettre de dire, différents. Alors chez vous, Bilal, comment ça a commencé? En fait, mon histoire a commencé en 2003. J'ai eu des symptômes ophtalmo. Mon premier diagnostic, c'était l'uvulite antérieure. L'ophtalmologue me donne des injections. Donc c'est une inflammation à l'œil, hein? Voilà, c'est une inflammation qui touche l'œil. L'œil rouge. Voilà, c'est ça. Donc, rouge douloureux. Voilà. Donc l'ophtalmologue, il me donne des traitements locaux et des injections sur mon œil. Donc ça a traîné plusieurs années sans que le diagnostic de la spondylarthrite soit posé. Il faut dire qu'aujourd'hui, votre œil, vous l'avez presque perdu. Hein? Oui, vous voyez presque plus de cet œil. J'ai perdu ma vision. Pour dire la gravité, justement, voilà, de votre cas. J'ai perdu ma vision, j'ai des séquelles sur mes mains, donc c'est un galère, quoi. Donc après une dizaine d'années, en 2012, j'ai commencé à sentir l'enfer. C'est des douleurs sur la colonne vertébrale et tout, le bassin et les articulations tous sont gonflées. Je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à dormir la nuit, je n'arrive même pas à marcher, imaginez, et même pas à ouvrir une bouteille d'eau. Donc c'est vrai, c'est un galère que j'avais réussi. Vous avez souffert d'une errance médicale pendant bien sûr, c'est une errance médicale qui m'a coûté très cher. Qui m'a laissé des séquelles sur mes mains et sur mes yeux, qui m'a fait perdre mon œil. Oui. Votre œil, aujourd'hui aussi, vous avez une déformation de la main, ça vous empêche de travailler, vous êtes en arrêt de travail aussi. Oui, bien sûr, je suis en arrêt de travail. En tant que je suis informaticien, je ne peux pas exercer avec le micro, en tant que je sais que l'informaticien est toujours oui, absolument. Avec le micro. Donc voilà, ils m'ont dit qu'il va falloir que tu entres en invalide jusqu'au, on va voir avec votre œil s'il y a une possibilité de la récupérer ou pas. Donc, j'attends. Au bout de combien de temps exactement on a pu mettre un nom sur votre maladie? Depuis 10 ans. D'accord. Combien de temps après le début? En 2012. 2003, j'ai eu le premier diagnostic, l'uvulite antérieure. Et en 2012... Une dizaine d'années à peu près, une dizaine d'années, voilà. Oui. Madame Adlaoui, je veux vous poser la même question, justement, comment ça a commencé chez vous, peut-être pour que les gens puissent se reconnaître aussi. Alors pour lui, ça a été une inflammation de l'œil, et par la suite des douleurs au niveau du bassin. Mais c'est des douleurs assez caractéristiques. Oui, on va revenir avec vous. C'est pas des douleurs absolument, pour ne pas confondre. Voilà, pour ne pas confondre avec d'autres lombalgies. Qui c'est qui a pas mal au dos? Oui, alors, Madame Adlaoui, oui. Tuméfaction des genoux enflés. Voilà. Des gonalgies. Il y avait l'association, quand on dit inflammation, rougeur, chaleur, douleur. Moi, j'avais que de la douleur, c'est tout. Chaleur. Voilà, pas de chaleur ni de rougeur. Donc, bien sûr, on a consulté plusieurs médecins et tout, on n'a pas pu poser le diagnostic. Il a fallu l'intervention de quelqu'un pour prendre un rendez-vous en rhumato. Je rappelle que vous étiez à l'époque étudiante en médecine. J'étais en première. C'est un peu frustrant quand même quand on est étudiante en médecine, on est mal servi, on est mal pris en charge. Oui. J'étais étudiante en médecine, j'étais en première année. Et du coup, j'ai consulté, les radios ont été faites et tout. Donc, dans mon cas, sur la radio, il n'y avait pas de sacroiliite et tout. Donc, comme je ne répondais pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, Voltaren, on m'a mis sous Médrol. Et le Médrol m'a soulagée. Un demi comprimé, je crois, 2 fois par jour. Donc, j'étais soulagée. La maladie, elle évoluait à bas bruit. Diagnostic de PR a été posé. Quoique, il y avait un autre médecin, le même médecin, il y avait le maître assistant, la résidente, elle a suspecté une spondylarthrite. Oui. Bon, mais en fait, on n'a pas pensé à la spondylarthrite parce que c'est une maladie qui touche les hommes. Voilà, mais parce que je crois que maintenant la stratégie a changé parce que il y avait avant, maintenant on fait des scanners pour le diagnostic de la sacroiliite. Parce que parfois
c'est l'IRM, pardon, Voilà. l'IRM. Voilà, l'IRM, je suis un peu... Oui. Voilà, donc donc le diagnostic de PR a été posé. Donc PR, bon, j'ai continué mes études jusqu'au... PR, c'est polyarthrite rhumatoïde, hein, pour les gens qui nous regardent. Séronégatif. Séronégatif, il n'y avait aucune lésion osseuse, que la VS qui était élevée. Donc 10 ans après, on refait les radios, il n'y a rien, aucune lésion osseuse. Voilà, il n'y avait que la tuméfaction des genoux et j'ai continué mes études et tout, mais en 93, le rachis a été atteint, mais des douleurs insupportables, douleurs nocturnes. C'est-à-dire vous avez eu une rémission quand même de plusieurs années, hein? Sous médrol. Sous médrol, voilà. Bon, après en 93, un malheur frappe, je perds mon papa, Allah yarhamou, et là la maladie elle a flambé. Elle a flambé, j'ai erré encore. Et puis, alhamdoulilah, je suis tombée sur un bon service. J'ai changé de service. Le service de Bablouette que je salue. Voilà. J'étais bien pris en charge. Voilà, j'étais comme... C'est un fardeau, là. Là, je ne suis plus médecin, je suis une malade. Comme les autres, je vais être prise en charge, correctement prise en charge. Oui. Voilà. Et depuis, bon, on m'a mis sous tous les traitements de fond possibles et imaginaires. Voilà. Et elle reste séronégative, ma PR. Voilà. C'est ça, je crois que c'est ça la difficulté du diagnostic. Je ne sais pas. Oui, il y a des critères. Il faut dire que pour vous, la maladie vous a handicapé carrément. Hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à marcher. Non, j'ai jamais pris un arrêt de travail. Hein, même avec tout ça, toujours je me battais. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit non, Hassiba, tu vas arriver, tu dois sortir, tu dois terminer tes études, tu dois tout faire. Voilà, et c'est ça. Oui. Même si je mettais 1 heure pour sortir de la maison, l'essentiel que... Sinon, si je ne le fais pas, je tombe malade. C'est ça la maladie qui me... Absolument. Voilà. En tout cas, vous avez réussi finalement, ne serait-ce que professionnellement. Faire une spécialité. Vous êtes parvenu à terminer vos études. Oui, faire une spécialité de médecine du travail. Absolument. Avec mon handicap, enfin avec les difficultés que j'avais, c'était pas évident. Et démissionner, hein. Démissionner après pour chercher un poste quand on va... Professeur Djoudi, j'ai envie de vous faire réagir justement sur ces deux témoignages. Alors, pourquoi cette errance médicale? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de détecter ou de poser un nom sur ces maladies? Non, il y a des critères pour celui qui le connaisse, encore faut-il le connaître, c'est ça. En général, pour revenir déjà sur la douleur, peut-être pour parler de la spondylarthrite, de cette douleur, parce que alors, la douleur est vous très disiez particulière. qui n'a pas mal au dos, justement, non, tout à l'heure. La douleur est très particulière, c'est une douleur qui survient à la deuxième moitié de la nuit, vers 2h, 3h du matin. D'accord. Qui vous empêche de dormir, et au petit matin, vous arrivez à vous endormir, mais quand vous vous levez, vous êtes enraidi. Vous êtes complètement enraidi. Et ça s'appelle le dérouillage matinal. Vous mettez du temps à bouger. Et pour éviter de bouger, c'est en général plus de 30 minutes à 1 heure. Donc ça, c'est des signes très évocateurs. Très, très évocateurs d'une inflammation. Parce que les douleurs inflammatoires, c'est en général la deuxième moitié de la nuit avec un dérouillage matinal. Que ce soit polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite ou un autre rhumatisme inflammatoire chronique. En général, c'est plus ou moins calmé par le repos. C'est-à-dire, c'est pas calmé par le repos. À la différence des douleurs... Des autres rhumatismes, hein. Non, de l'arthrose, oui, par exemple. C'est quand on bouge, parce qu'il y a un phénomène de pression. Là non. Là, c'est pas soulagé. Oui. Vous voulez dire quelque chose, Bilal, tout à l'heure? Concernant mon cas, pour l'exploration, le rhumatologue n'a pas trouvé des difficultés parce que la maladie a été très avancée. Très avancée déjà, oui. Donc, il m'a mis sous un simple radio X, il a trouvé que j'avais du sacro-iliaque du 4e stade bilatéral. Donc c'est trop tard. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler quand même les symptômes, professeur Djoudi? Il y a aussi des manifestations extra-articulaires, par exemple. Il y a des articulations. En général, c'est les grosses articulations, la spondylarthrite, où j'ai grosses articulations. Et puis il y a les insertions tendineuses. Ça s'appelle les anthésites, les anthésopathies. C'est les aponévroses qui entourent le nerf, le tendon et l'insertion du tendon.
c'est au niveau des talons, au niveau des genoux, au niveau du bassin. Et vous avez, là encore c'est pareil, c'est des inflammations qui sont très particulières, parce qu'elles sont résistantes au traitement. D'accord. Alors, dans la spondylarthrite, il y a un test qui est dans les critères, si vous voulez, spondylarthrite, c'est la sensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est très sensible aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, la spondylarthrite. Oui. Alors, il y a un autre élément très important, nous en parlions tout à l'heure justement avant l'émission, c'est la fatigue aussi. Ah oui, la fatigue. Généralement, voilà. La fatigue accompagne alors, beaucoup. C'est une maladie de la douleur. lassitude. Ça voilà. s'appelle la fatigue. D'ailleurs, ça se... Oui. On est en poussée, oui. En poussée ou en dehors de la poussée, il y a des patients qui, même en dehors de la poussée, restent encore fatigués. Et restent fatigués, c'est des affections qui harassent. Véritablement, c'est pas une fatigue, c'est vraiment ça. Hein. Oui. Alors il y a des manifestations alors de l'œil. Et puis il y a des manifestations, que ce soit pour la polyarthrite et surtout la spondylarthrite. Vous savez, je vous dis, c'est un concept. Mais vous avez aussi à l'uvéite, je vous avais dit. Puis vous avez le psoriasis. Oui. Comme on a vu dans le reportage. Et dans le reportage, vous avez le psoriasis qui peut s'accompagner d'une polyarthrite séronégative et d'une spondylarthrite et d'une association des deux. Polyarthrite entre guillemets et spondylarthrite. Et puis vous avez les MICI. Les MICI, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est le Crohn qui est fréquent chez nous et la rectocolite, qui s'accompagne de manifestations articulaires, à la fois périphériques, c'est-à-dire périphériques, c'est les articulations, mais qui peuvent avoir aussi une atteinte axiale. Axiale, c'est la spondylarthrite. La colonne vertébrale. Oui. Alors il y a d'autres manifestations aussi pulmonaires, cardiaques, vous en parliez tout à l'heure. En dehors de ça, vous avez d'autres manifestations, bien entendu, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi... Alhamdoulilah, moi j'ai pas eu de... Vous n'avez pas eu ça. Alors professeur, est-ce qu'on peut parler de profil à risque dans ce type de maladie? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a... Alors elle a dit qu'on n'a pas pensé justement à la SPA ou la spondylarthrite parce qu'on dit que c'est une maladie qui touche plus les hommes. La polyarthrite aussi, c'est une maladie. Attendez. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de profil à risque dans ce type de maladie? Il n'y a maladie? pas de profil à risque, parce que s'il y avait un profil à risque, on pourrait faire le diagnostic. Il y a une ambiance familiale. Je ne dirais pas qu'il y a une hérédité, mais une ambiance familiale. Et une petite ambiance terrain familiale. Génétique. Il y a une petite ambiance familiale, peut-être la cousine, le cousin, la grand-mère, etc., qui peuvent avoir des manifestations qui se rapprochent un petit peu. Du côté paternel, voilà. moi j'ai Vous pouvez l'avoir. C'est tout. S'il n'y a pas de profil, alors c'est vrai que la spondyloarthrite est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas chez la femme. Non, mais plus fréquente quand même. Oui, mais elle existe. La polyarthrite rhumatoïde masculine existe. Voilà. Et elle existe aussi. Je veux dire que c'est pas parce que elle prédomine un peu plus chez les femmes que chez les hommes, mais ça ne veut pas dire que chez les femmes. Et puis vous avez les rhumatismes inflammatoires chroniques de l'enfance, c'est un autre concept. C'est les arthrites juvéniles idiopathiques qui mériterait peut-être d'en parler un peu plus longuement. Oui. Mais là, c'est pas l'objet. Quand on parle de profil à risque, est-ce qu'on peut parler aussi de l'âge, par exemple? Parce que quand on parle d'autres formes, vous parlez tout à l'heure de l'arthrose, par exemple, on dit que c'est des maladies liées à l'âge. Est-ce que dans ce type de maladie aussi, on parle de facteurs de l'âge, par exemple? Oui, ça dépend des sujets. Nous, je vous prends la spondylarthrite ankylosante, par exemple, ou les spondyloarthrites. Chez nous, elles ont un début juvénile, dans 30% des cas, 25 à 30% des cas. Ça veut dire que 25 à 30% des sujets qui vont faire une spondyloarthrite ont un début juvénile, c'est-à-dire avant 16 ans. Oui. Donc c'est quand même assez grave. Et puis c'est des affections relativement, plus elles apparaissent tôt, plus elles sont sévères. Oui. Plus elles sont sévères. Ça c'est le premier point. Les spondyloarthrites apparaissent relativement d'une manière plus jeune chez nous qu'à l'étranger. D'accord. Ça, c'est la moyenne. La polyarthrite rhumatoïde, c'est à peu près la même chose. Il y a deux pics. Il y a la femme aux alentours de 25, d'une trentaine d'années, et puis juste à la périménopause, autour de la ménopause. Oui. Elle a soulevé un point important, Madame Abdelaoui, quand elle a dit que lorsque mon père est décédé, j'ai eu une poussée. Voilà. Est-ce que ça peut être lié justement à des émotions? Une intervention chirurgicale, une émotion, un traumatisme. Ça peut aggraver la maladie. Même le facteur du stress et de l'anxiété qui joue un rôle très important dans cette maladie. Pour la contribution de la douleur de la spondylarthrite. Dire aussi qu'il faut un accompagnement aussi psychologique dans ce type de maladies qui sont... c'est un environnement en fait. Et je pense que ce qu'il faut, et elle le dit très bien,
puisqu'elle a changé d'atmosphère médicale, il faut qu'elle se sente bien à l'aise, ou il faut qu'il se sente Avec bien son à l'aise. médecin, en fait. Voilà. D'accord. Il faut qu'il y ait une espèce de contrat. Ouais. D'un contrat pour qu'il y ait une bonne ambiance et pour que, je vous ai dit tout à l'heure, une espèce d'adhésion au traitement. Il faut qu'il comprenne que voilà ce qu'on va faire, il accepte le traitement. Non, il accepte de prendre le traitement, mais il le prend. Il faut qu'il le prenne, pas simplement le fait que c'est un vœu pieux, non, il faut qu'il le prenne. Et ça se voit dans les rapports relativement étroits qu'on a avec les patients. Et c'est vrai que c'est important. Oui. Comment s'adapte, Madame Abdelaoui, Elle a intérêt. à cette maladie? Comment on s'adapte finalement? Votre hygiène de vie, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est important de parler d'hygiène de vie, d'alimentation, d'activité physique, peut-être pas de sport, mais justement, voilà. je voulais soulever le point très important, c'est la rééducation. La fonction prime. Voilà, la rééducation, il y a des postures. Moi, au début, on ne m'a pas orientée vers alors que c'est un point très important dans la polyarthrite. La position de sphinx et tout pour éviter l'ankylose, d'accord. L'ankylose et les déformations. C'est la rigidité en fait. J'ai porté les orthèses des mains pour éviter les déformations. Les orthèses des pieds aussi. C'est tout un parcours. Il faut une prise en charge multidisciplinaire. Voilà. La rééducation, c'est très, très, très important. Pour l'alimentation, moi est-ce qu'elle est importante dans cette maladie? Moi, j'ai jamais fait attention au régime. Là. On a parlé, reparlé, il n'y a pas de. Voilà, moi, j'ai jamais fait attention. Preuve scientifique. Voilà, d'accord. Exactement, j'ai jamais fait attention. attention. Manger équilibré. C'est-à-dire dans le processus inflammatoire, on n'incrimine pas l'alimentation. Il faut manger équilibré. Je crois que ce qui est important, c'est qu'elle le dit, et ça c'est très important à dire, il faut absolument que la personne bouge. Oui. Il faut qu'elle bouge. Parce qu'elle a mal, c'est pas parce qu'elle a mal qu'elle ne doit pas bouger. Il faut qu'elle bouge parce que si elle ne bouge pas, l'inflammation va entraîner une atrophie musculaire. Elle va pas bouger. Oui, il va pas bouger. Il va encore augmenter l'atrophie musculaire, il va augmenter les rétractions et c'est bonjour les dégâts. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au congrès de la Société de rhumatologie. On a ramené des étrangères qui étaient atteintes de spondylarthrite, de polyarthrite. Quand vous les voyez, on a l'impression qu'elles n'ont rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elles font? De la plongée sous-marine. Elles font quoi? Elles font de la bicyclette, H24. Voilà. Elles font quoi? Elles font de l'équitation. Elles font tous les sports possibles et imaginables. Voilà. Et pourtant, elles souffrent. On va faire réagir peut-être Bilal justement sur cette question. Alors à quoi ressemble votre hygiène de vie aujourd'hui, Bilal? Est-ce que vous bougez? Donc, avant le confinement. Madame Abdelaoui n'a pas arrêté de travailler, vous aussi. Déjà, le sport. Le poste de travail, c'est important aussi. Ouais, déjà, le sport joue un rôle très important sur notre pathologie. Donc, avant le confinement, je faisais de la natation. J'ai arrêté complètement les anti-inflammatoires. Donc, quand il y a le confinement, la natation, j'ai repris un peu les anti-inflammatoires. C'est pour cela que le sport joue un rôle très important. Concernant l'alimentation, pour moi, je mange sainement et pour alhamdoulilah. Donc, voilà. Donc, mais je n'ai pas une alimentation agréable. Pas un régime particulier. Voilà, exactement. Genre le régime signalé ou quoi. Chaque fois qu'il Et puis, vous savez, quand vous bougez, vous oubliez un petit peu votre maladie. Exactement. Oui, et vous oubliez un petit peu. Et puis quand on a une satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Tandis que quand on est confiné, on ne bouge pas, etc., ça tourne en boucle. Et puis on se sent plus fatigué, on n'arrive plus à bouger. Et puis on se laisse aller. C'est le syndrome du vieillissement. Le jour où on m'a orienté vers la thalassothérapie, c'était vraiment un bien-être. Ah oui, c'est formidable. Formidable, oui. Oui. Professeur, après, je parlerai de mes aides techniques, parce que je suis arrivée à ça d'handicap. Professeur, on a tendance peut-être d'une manière générale à banaliser les rhumatismes. On peut vivre, il y a des personnes qui peuvent vivre avec la douleur. À quel moment doit-on finalement consulter dans ce type de maladie? Est-ce qu'il y a un degré de la douleur qui doit... Il n'y a pas de degré de douleur, à partir duquel on doit consulter? Non, on consulte le plus précocement possible. Alors, en médecine, on appelle ça la fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire qu'à un moment où il ne faut pas dépasser
la prescription d'un médicament et donc le diagnostic. Oui. Il faut le faire le plus précocement possible pour pouvoir arrêter, freiner la maladie. Oui. Parce qu'après, c'est déjà des lésions qui apparaissent. Et quand les lésions apparaissent, les dégâts sont difficiles à reprendre, si Oui. vous voulez. Donc, il y a une espèce de fenêtre thérapeutique, c'est entre 3 et 6 mois, 4 mois, pour faire le diagnostic du début. Oui. Pour pouvoir le prendre en charge le plus précocement possible. Pour éviter, pour avoir une évolution la plus favorable pour les personnes. Oui. Vous avez touché du doigt un point très important, en l'occurrence le diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'on craint dans ces maladies ? Finalement, on a parlé de l'handicap, c'est-à-dire ce sont des maladies évolutives qui peuvent devenir invalidantes. Mais qu'est-ce qu'on craint au juste ? La destruction de l'os ? Non, ce n'est pas la destruction de l'os, c'est la destruction du cartilage et des articulations. Oui. Elles sont toutes déformées, ou elles s'enraidissent. C'est en fonction du type de la maladie. Vous avez la spondylarthrite qui ankylose complètement, qui est une véritable planche. Du pied jusqu'à la tête, c'est une véritable planche, il ne peut pas bouger. Et vous avez la polyarthrite qui touche les petites articulations et les grosses articulations qui se détruisent. Oui, les épaules, les hanches, les genoux, les tibiotarsiens, les coudes, tout peut être atteint. Et ça détruit. Invalidante, voilà. Et oui, elles sont en dehors du fait qu'il faut se dire aussi que l'inflammation, elle est diffuse. Ça attaque aussi l'os, ça déminéralise l'os. Ça donne une ostéoporose qui est dite de l'inflammation. Oui. Ajouté au fait que souvent, trop souvent, à mon avis, Oui. on donne des médicaments qui aggravent, Qui fragilise encore, l'os. qui le fragilisent Oui. encore plus. La corticothérapie. Oui. Pour vous, Madame Adlaoui, justement, pour parler des complications, pour vous, vous avez eu beaucoup de complications. Vous êtes arrivée justement à placer des prothèses. Parlez-nous un peu de cet aspect, justement, d'aggravation de la maladie. C'est une galère. Donc, comme il a dit le professeur Judy, c'est la tête des grosses articulations et tout. Donc, la hanche, je boitais et c'était douloureux aussi. Donc, si je faisais un pas, il faut que je m'arrête. Donc là, c'est l'indication des prothèses. Et pour prendre un rendez-vous... Vous aviez eu des fractures ou Non, c'est non, juste non, parce que ça s'est fragilisé, il fallait... Non, voilà. non, Donc, c'est pas ça. c'est la destruction. L'articulation, elle n'a plus. Il n'y a plus d'articulation. D'accord. Elle Tous se les fait en mauvaise cartilages, position. voilà. Elle se fait en mauvaise position. Donc dès que vous bougez et dès que vous mettez debout, vous ne pouvez plus marcher. Ça fait très et mal. on ne peut pas marcher sans hanche. Oui. Oui. Voilà, ça fait très mal. Escaliers, Il faut être pris en charge à temps parce que si l'os se détruit encore, voilà, on ne peut pas poser la prothèse. Donc il faut à un stade. Non, il n'y a pas de prothèse. Il y a un stade où quand vous êtes, c'est vous qui jugez ou pas de l'importance vous savez, quand il y a une affection aussi évolutive que celle-là, si vous avez déjà une atteinte à hanche, c'est bonjour les dégâts. C'est une radiologique, voilà. Bonjour les dégâts. Et c'est pas évident de... Non, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas... C'est pas n'importe qui pose des prothèses, et bien qu'il y ait de plus en plus de services qui sont poseurs de prothèses, mais il n'y en a pas suffisamment. Et puis c'est comme une chaussure, il faut des tailles. Non, pour moi ça a marché. Il faut des tailles. Toujours avec Beloued. Il faut des tailles. Oui. Professeur Judy, on parle beaucoup dans cette émission de cette notion justement d'éducation thérapeutique, notamment dans les maladies, notamment dans les maladies chroniques évolutives. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les médecins, ça c'est une question peut-être, dans la réponse vous allez plus vous adresser à des professionnels qu'aux malades, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos médecins ou nos rhumatologues, on a vu tout à l'heure avec Bilal justement qu'il a eu beaucoup de difficultés à être pris en charge, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos médecins d'une manière générale, généralistes ou rhumatologues prennent le temps d'expliquer la maladie, d'expliquer les traitements, d'expliquer les complications, parce que ça aussi c'est très important, ou alors qu'on tombe tout simplement dans une espèce de ritualisation des prescriptions, on ne prend pas le temps de parler et d'informer les malades. Alors je ne peux pas vous parler des autres, mais je vais vous parler du service. Par exemple, nous on a un service où on a un hôpital de jour, où les infirmiers, parce que l'équipe médicale, il n'y a pas que l'équipe médicale. Voilà, pluridisciplinaire. Il y a le psychologue. Oui. Et il y a l'infirmier qui est au courant et qui a fait une formation sur l'éducation thérapeutique. Et le personnel paramédical est très important parce que c'est celui qui est en contact avec le malade. Oui. En dehors de la truc, c'est lui qui prescrit, c'est lui qui fait les injections, c'est lui qui explique, etc. Donc,
Et puis il est plus en contact que nous, il a plus de temps, il a moins de, il y a moins de freins, il n'y a pas le protocole. Il y a pas le protocole. Et de temps en temps, il y a une espèce de protocole qui s'établit et ça, c'est pas bon. L'éducation thérapeutique est primordiale, c'est une pièce angulaire de la prise en charge. Oui. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir un résultat convenable pour le malade. Et puis c'est une satisfaction pour nous aussi. Quand le malade vient et qu'il vous dit « je suis satisfait », c'est très réjouissant. Absolument. Je vais vous faire... C'est très gratifiant pour nous. Oui, je vais faire réagir justement nos deux témoins sur cette question parce qu'à mon avis c'est très important. Alors est-ce que vous pensez aujourd'hui justement que les médecins prennent le temps d'expliquer la maladie? Et puis un autre aspect aussi, cette consultation qui est très importante, qu'on appelle la consultation d'annonce. Comment ça s'est passé pour vous déjà? Quand on annonce la maladie, déjà, est-ce qu'on prend le temps de vous expliquer? Si, on prend le temps, oui. Oui. Si, on prend le temps, on nous explique, mais c'est difficile. Quand même, c'est une maladie lourde, hein, qu'on annonce. C'est difficile, oui. C'est ils appréhendent, ils le savent un petit peu, parce qu'ils voient sur le net, ils regardent, ils savent un petit peu, ils attendent la confirmation, en fait. Ils attendent la confirmation, et ce qui les embête un petit peu, c'est de savoir comment ça va évoluer. Est-ce que c'est les images qu'ils ont vues sur le net, etc. Et puis ils sont au courant des différentes thérapeutiques. Et heureusement qu'il y a de nouvelles thérapeutiques qui permettent de freiner l'évolution de la maladie. Oui. Bilal, un mot justement sur cette consultation d'annonce. Oui, moi par exemple, moi j'ai eu la chance d'être diagnostiqué par un rhumatologue qui s'est parlé avec le malade. Il m'a annoncé la maladie sur le normal. Il m'a dit que c'est simple, c'est une maladie, il faut que tu fasses du sport, il faut faire une activité physique. Il ne m'a pas fait peur, donc voilà. Oui, je vais vous inviter justement à rejoindre le docteur Mchdel pour la rubrique Focus. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, vous nous parlez d'une autre forme de rhumatisme également, l'arthrose, peut-être une forme un peu plus fréquente que les deux maladies desquelles on parle ce soir. Alors, c'est quoi l'arthrose déjà, docteur Mchdel? Alors, l'arthrose, pour rester toujours dans le registre rhumatologique, c'est une maladie dégénérative qui touche les articulations et qui est lié non seulement à un phénomène d'usure des structures articulaires, os, cartilage et synovial, c'est-à-dire l'enveloppe articulaire, mais aussi à certains phénomènes qui engagent un mauvais mécanisme de destruction et de réparation des structures articulaires. Donc l'arthrose est une maladie dégénérative et qui évolue elle aussi par poussée et par certaines, si vous voulez, périodes de rémission, de tranquillité. Oui, c'est une question que j'ai déjà posée à professeur Judy tout à l'heure en parlant de spondylarthrite et de polyarthrite. Est-ce que c'est une maladie liée à l'âge? Alors, souvent on pense que l'arthrose est une maladie qui ne touche que les personnes qui sont plus ou moins âgées, qu'une fois nous avons atteint un certain âge, nous avons dépassé 50 ou 60 ans, qu'on va avoir de l'arthrose. Alors que non, l'arthrose peut toucher aussi des adultes jeunes à partir du moment où nous faisons appel à nos articulations de façon plus ou moins intense, de façon plus ou moins non conservatrice, et nous ne faisons pas attention à certaines règles d'hygiène de vie qui sont nécessaires à la préservation de nos articulations. Alors oui, à l'âge jeune ou adulte jeune, on peut avoir des atteintes de type arthrosique dégénérative. Et comment elle se manifeste finalement, l'arthrose? Alors le maître symptôme dans l'arthrose, c'est évidemment la douleur. Cette douleur, elle varie du site de l'atteinte articulaire. Alors, si on parle d'arthrose cervicale, c'est la fameuse névralgie cervico-brachiale qui va ressembler à une sorte de courant électrique qui commence par le cou, qui va aller vers l'épaule, il va descendre tout au long du membre. Quand il s'agit du rachis lombaire, ce sont des lombalgies chroniques, des douleurs lombaires chroniques, ou parfois quand l'arthrose disco-vertébrale est un peu poussée, il peut s'agir d'un phénomène de sciatique, de sciatalgie véritable, ou sinon ce sont des douleurs articulaires qui sont de type mécanique, c'est-à-dire qui sont générées par l'effort, la sollicitation, et qui sont
calmés par le repos, sauf lorsqu'il existe des poussées, ce qu'on appelle des poussées inflammatoires aiguës. Alors là, le type de douleur, il va rejoindre les maladies inflammatoires, c'est-à-dire ça va être une douleur qui va se déclencher à la deuxième partie de la nuit, qui va se calmer au petit matin avec un phénomène de dérouillage matinal plus ou moins long. Oui, et finalement, est-ce qu'on peut prendre en charge aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de prendre en charge l'arthrose? Oui, nous avons les moyens de prendre en charge l'arthrose. Alors, il n'y a pas de traitement miracle, il n'y a pas de traitement malheureusement qui va faire disparaître les lésions une fois installées, mais alors la règle la plus importante pour prévenir l'apparition de phénomènes arthrosiques, c'est l'hygiène de vie. C'est éviter la prise de poids, respecter son rachis cervical, faire de l'activité physique. Alors, lorsqu'on se met debout, on doit respecter la statique de sa colonne vertébrale. Le meilleur sport que nous préconisons à tout le monde d'ailleurs, tous les sports sont bons, éviter les sports qui sont trop violents, mais la natation, à titre d'exemple, est un bon sport qui est excellent parce qu'il fait fonctionner non seulement l'appareil cardio-respiratoire, mais pratiquement la quasi-totalité de l'appareil articulaire et l'appareil locomoteur. Oui. Merci beaucoup, Dr Mejdel, pour toutes ces explications. On vous revoit mercredi prochain. À mercredi. Oui. Alors, vous me tendez une perche, hein. Vous parliez des traitements. On va enchaîner justement sur les traitements. Quels sont les traitements aujourd'hui disponibles pour les deux pathologies? Alors, vous allez me dire qu'il y a eu une révolution dans la prise en charge de ce type de rhumatisme chronique. Il y a des traitements qui sont contre la douleur. Ce sont les antalgiques, oui, avec les différents paliers. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont quand même antalgiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires, qui peuvent être utilisés aussi bien dans l'une que dans l'autre. Oui. La corticothérapie, mais attention, il y a avec des règles, il faut qu'elle disparaisse. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut, s'il y a une corticothérapie, il faut qu'en 6 mois, il n'y ait plus de corticothérapie. Oui. Donc ça, c'est des règles. Parce que sinon, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais le gros problème, c'est que très souvent, les malades sont corticodépendants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leur corticoïde, sinon... Je pense que nos 2 témoins sont sous cortisone, je pense. Non, ça y est, mais j'ai fait... Oui. Alors vous pouvez témoigner, je parlais à l'instant avec professeur Jody justement de cette notion de révolution des traitements. Vous pouvez en témoigner, parce que vous êtes sous le traitement depuis plusieurs années. Non, attendez, on n'a pas fini là. Ça, c'est les traitements, si vous voulez, antalgiques, anti-inflammatoires. Ensuite, il y a des traitements dits de fond de la maladie, pour freiner un petit peu l'évolution de la maladie. Oui. C'est les traitements chimiques, et puis il y a des traitements biologiques et des thérapies ciblées. C'est-à-dire qu'on cible un phénomène qui apparaît dans la genèse de l'inflammation et de la maladie. Alors, le dernier, la thérapie ciblée, elle n'est pas encore disponible, je pense que ça ne va pas tarder, mais on a les traitements biologiques, qui sont biothérapies. Les biothérapies. On a de différents ordres. C'est pareil, là encore, on cible un phénomène. Un phénomène qui engendre un petit peu l'inflammation. Oui. Il y a les anti-TNF, les anti... Bon, il y en a plein. Je pense que Mme Abdelawi pourra en parler, pourra en attester, justement, parce qu'elle a tout testé. J'ai tout testé. Oui. Donc, dès le départ, c'était des corticoïdes. On m'a mis sous Médrol, 1,5 2 fois par jour. Ça, c'est interdit. Voilà. C'était en 83. Donc, de 83... Heureusement que les choses ont changé depuis... Ah oui. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une règle de prescription de la corticothérapie. Là, moi, je m'en suis sûr, j'ai plus de cheveux pour les arracher. Mais la corticothérapie, il faut qu'elle soit utilisée le matin. Il faut utiliser, non, en dehors des cataractes, il faut l'utiliser le matin parce qu'il y a un cycle qu'il faut conserver. Voilà. Le soir, il ne faut pas en donner. En donner, oui. Madame Abdelawi, dites-nous. Donc, c'était votre Médrol. Après, une fois, j'ai été pris en charge à l'hôpital de Bebelwed. Donc, ils ont essayé tous les traitements de fond possibles et imaginaires. Et parfois, on ne répond pas. Parfois, on m'a mis même sous salazopérine. Et j'ai fait une réaction. C'est ça l'inconvénient, c'est-à-dire on tâtonne jusqu'au jour où... On tâtonne. Non, c'est-à-dire on attend.
On attend, on essaie sur le patient. Si ça répond pas, on change. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez eu aussi des intolérances? Parce que ça aussi, c'est important. Oui, oui. Par exemple, la quinine, quand même, je l'ai prise pendant plusieurs années. Après, j'ai passé. Bien sûr, il faut un contrôle potentiel évoqué visuel. Hein. Oui. Le traitement, il y a les bilans aussi qu'on fait. C'est contraignant tous les 3 mois. Jusqu'à présent, je fais mes bilans parce que comme je suis arrivée aux anti-TNF, toujours associée au méthotrexate, parce qu'il paraît que ça donne des bons résultats. C'est la meilleure association. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, ce qu'il fait depuis que vous avez commencé les biothérapies, ça va mieux. Oui, ça. Plus de ça raideur, a changé votre vie. Plus de raideur, plus de douleur. Plus de raideur. Et je ne prends plus de Médrol. Hein. Je ne prends plus de Médrol. De cortisone. De cortisone, voilà. Je prends que du méthotrexate, 4 comprimés par semaine, voilà, de l'acide folique 72 heures après. Et maintenant, je suis arrivée à une injection d'Humera toutes les 5 semaines. Donc, vos traitements sont essentiellement en milieu hospitalier. Hein. Oui. Bilal, on va terminer avec vous parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, racontez-nous un peu aussi votre expérience par rapport au traitement. Vous avez fait beaucoup d'intolérances, vous aussi. Oui, exactement. Lors de mon premier diagnostic, le médecin il m'a mis sous un anti-inflammatoire, un traitement du fond et de la corticoïde. Donc, j'ai pris ce traitement pendant presque 7 ans. Oui. Donc après, ils m'ont changé de traitement lors de ma première hospitalisation à l'hôpital de Blimsous. Ils m'ont mis sur la biothérapie, donc ça va. Bon, pour l'instant, je suis satisfait. Oui. On termine avec vous, professeur, un dernier mot. Alors, à quel moment on a recours à la chirurgie dans ce type de pathologie? Mais quand les dégâts sont importants. Et avant que les dégâts soient trop importants, parce qu'il y a une qualité de vie. On ne peut pas attendre une prothèse, on ne va pas faire une prothèse à 60 ans chez un jeune de 20 ans. Si véritablement il a son genou qui est abîmé, il faut le changer, parce que de toute façon, dans 15 ou 20 ans, il faudra le changer encore. Il y a une qualité de vie. Et c'est pareil pour les sujets de 50 ou 60 ans. On ne va pas attendre qu'il ait 70 ans. Est-ce que c'est fréquent aujourd'hui d'arriver aux prothèses? Est-ce que c'est fréquent dans ce type de maladie? On en voit encore. On en voit encore parce que c'est des polyarthrites ou des spondyloarthrites ou des rhumatismes ou une fracture ou une ostéonécrose ou plein de petites choses qui font que l'articulation est abîmée, il ne peut plus l'utiliser, donc il faut la changer. Oui. Bilal, en une seconde, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Oui. Je voulais dire que c'est le moment c'est le moment qu'on doit que cette maladie soit considérée par les professionnels de la santé et surtout pour le pouvoir public pour nous aider. Voilà, on aimerait bien le soutien de certaines sociétés. C'est-à-dire que les associations aient plus de soutien. Voilà, pour qu'on puisse aider les malades. Atteindre notre objectif. Donc, absolument. Voilà. Merci et nous beaucoup. Aide aussi en même temps. Aider les malades et nous aide aussi en même temps. Aider les malades et les professionnels et éviter justement cette errance médicale parce que le diagnostic précoce est très important dans ce type de maladie pour avoir un meilleur pronostic justement fonctionnel notamment. Merci beaucoup messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir invités et d'avoir parlé de la rhumatologie. Oui, on en reparlera. On en reparlera, professeur Djoudi. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous revois mercredi prochain. Au revoir.